Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, la direction des enquêtes criminelles a rouvert un dossier douloureux de l'histoire du Kenya, celui concernant les violences post-électorales qui ont entaché les élections générales de 2007. Violences qui avaient causé la mort de plus de 1000 personnes et fait un demi-million de déplacés. Des victimes affirment avoir reçu de nouvelles menaces contre leur vie. Au Sahel, le nombre de personnes en insécurité alimentaire a doublé en un an, une conséquence du changement climatique. Le Niger, pays de la sous-région, est frappé de plein fouet. Selon une étude réalisée sur la période d'octobre à décembre 2019, 1,5 million de personnes auraient besoin d'une aide alimentaire. Et puis, rencontre en fin d'édition avec Hawa Adam, originaire du Soudan du Sud. Un exemple de résilience, la jeune mère de famille s'est lancée dans la fabrication de produits cosmétiques à base de henné, activité qu'elle commercialise pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais tout d'abord, le parti du président Roch-Marc Christian Kaboré, réélu pour un second mandat au Burkina Faso, n'a pas obtenu la majorité législative lors du double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre 2020. Le mouvement du peuple pour le progrès est crédité de 56 sièges par la CENI et n'atteint donc pas la majorité absolue qui est de 64 sièges sur un total de 127. Le MPP devra donc négocier avec ses alliés et sans doute l'opposition pour obtenir une majorité à l'Assemblée. Le Kenya revient sur une page douloureuse de son histoire pour tenter de rendre justice aux victimes disparues lors des violences post-électorales de 2007. Le département des enquêtes criminelles a annoncé le 23 novembre vouloir mener son enquête. Rappelons qu'une enquête menée par la CPI quelques années plus tôt pour crimes contre l'humanité avait abouti à un abandon de poursuite à l'encontre de hauts responsables kenyans. Un sujet de la rédaction. Là où la juridiction internationale a échoué, la justice kenyane prend le relais. Le département des enquêtes criminelles a décidé de rouvrir le douloureux chapitre des violences post-électorales de 2007 à 2008, qui avait fait plus d'1 millier de morts en examinant 72 meurtres. Des investigations pour situer les responsabilités grâce aux témoignages recueillis de victimes et de familles des disparus. Nous sommes absolument déterminés à faire en sorte que le plus grand nombre possible soit face à la loi. De cette façon, nous envoyons un message. Ne pensez pas que cette investigation se passera de la même manière qu'elle a pu se faire dans le passé. Au total, nous avons environ 118 déclarations enregistrées à ce jour. Total, we have around 118 cases registered today. Les allégations d'expulsion forcée et d'incendie criminel feront également l'objet d'investigations et pour cause, près de 35 000 personnes auraient été déplacées dans les combats de 2007 à 2008 qui ont éclaté après que Raila Odinga, alors chef de l'opposition, ait accusé le parti du président de l'époque, Mwai Kibaki, d'avoir volé les élections. L'une des pires pages de l'histoire du Kenya. Quand j'ai essayé de rentrer, il y a eu beaucoup de tensions pendant environ 4 ans. Je ne pouvais pas retourner là où je vivais. Je devais vivre ailleurs, et même maintenant, je n'y vis pas à cause de la peur. 6 responsables kenyans avaient été inculpés devant la Cour pénale internationale pour leur rôle présumé dans les violences interethniques meurtrières, parmi lesquels figurent l'actuel président Uhuru Kenyatta et le vice-président William Ruto. La procédure menée par la CPI à partir de 2010 pour crimes contre l'humanité avait abouti à l'abandon des poursuites en 2016, faute de preuves suffisantes. La Somalie prête à organiser des élections crédibles. C'est du moins ce qu'affirme le président Mohamed Farmajo. Les élections législatives et présidentielles approchent à grands pas. Des scrutins jugés capitaux pour consolider le système de gouvernance fédérale. Nelly Ebessa. En prélude aux élections législatives de décembre 2020 et de la présidentielle de février 2021, la Somalie s'est engagée à tenir des élections libres et équitables. Le Premier ministre du pays, Mohamed Hussein Roble, a redit l'engagement du gouvernement fédéral à assurer des élections inclusives, crédibles et dans les délais. Ainsi, le chef du gouvernement s'est engagé à faire en sorte
qu'au moins 30% des sièges au Parlement soient occupés par des femmes pour garantir le développement de la participation de celles-ci. Cela va constituer véritablement une avancée démocratique réelle dans le monde arabo-musulman. Dans un pays qui est marqué par des pesanteurs socio-culturelles, avec un islam qui n'a jamais voulu accorder des places importantes aux femmes dans les prises de décision en tant que telles. Bien que le principe électoral d'une personne, une voix n'a pas pu être atteint pour ces élections, le gouvernement rassure que cela reste une ambition pour tous les Somaliens. À cet égard, une équipe technique composée du ministère de l'Intérieur, de la Commission électorale et de représentants de la société civile a été mise en place afin d'assurer le suffrage universel avant 2025. Les tensions sécuritaires avec les aléas climatiques, y compris l'urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, vont réellement affecter la mobilité des populations lors des différents scrutins, aussi bien parlementaires comme présidentiels. Il sera alors important pour la communauté internationale, notamment les Nations Unies, de pouvoir renforcer le dispositif électoral en Somalie pour que nous puissions éviter des crises post-électorales. Pour les experts, les efforts récents de l'État pour améliorer la gouvernance, promouvoir le dialogue et renforcer la sécurité en Somalie mérite d'être apprécié. Également dans l'actualité, le Djibouti vient de lancer le vaste chantier de la construction d'un chantier naval. Une infrastructure quasi unique en Afrique. 2 ans de construction seront requis pour un budget évalué à 200 millions de dollars. Réalisé au sein de l'ancien port de Djibouti-Ville, l'infrastructure permettra la réparation, l'entretien et la maintenance des navires. Depuis une dizaine d'années, le pays ambitionne de devenir un carrefour du commerce maritime international. Les autorités espèrent que ce chantier naval, dont la première pierre a été posée jeudi 26 novembre, permettra d'atteindre cet objectif. Direction le Niger, où la situation sécuritaire demeure préoccupante en raison de la présence des groupes djihadistes. Ajouté à cela, le changement climatique, le pays situé dans la bande sahélo-sahélienne fait face à 2 défis considérables. Environ 1,5 million de personnes au Niger auraient besoin d'une aide alimentaire immédiate, selon une étude menée par le réseau de prévention des crises alimentaires sur la période d'octobre à décembre 2019. Le point sur la situation avec Aïssa Toubari. Selon une étude réalisée par le réseau de prévention des crises alimentaires, sur la période octobre-décembre 2019, 1,5 million de personnes au Niger ont besoin d'une aide alimentaire immédiate. La montée de l'insécurité et des violences intercommunautaires est la principale cause de cette situation de crise. Un fait préoccupant alors que le Niger se prépare à une élection présidentielle à fort enjeu qui doit avoir lieu le 27 décembre. Le Niger est à plus de 80% agropastoral. Et avec cette année, les inondations et les déplacements internes des populations ont fait que l'insécurité alimentaire s'est aggravée. L'État du Niger dépense plus dans la lutte contre le terrorisme qu'il ne finance dans la culture. Les autorités doivent donc lutter sur plusieurs fronts. À l'insécurité s'ajoutent les effets des aléas climatiques qui ont provoqué des déficits agricoles et fourragers dans certaines zones. Le déficit fourrager est estimé à plus de 11 millions de tonnes de matières sèches. Dans ce contexte, la priorité de l'État du Niger, de mon point de vue, doit se situer à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord la lutte contre le terrorisme et le banditisme résiduel. Et l'autre aspect, c'est de faire en sorte que les populations déplacées puissent retourner dans leur zone d'habitation traditionnelle et de les accompagner à travers des activités génératrices de revenus, à travers aussi l'accompagnement des partenaires, à travers ce qu'on appelle par exemple des Food for Work. Les défis sont donc multiples pour le pays qui subit les assauts d'islamistes de diverses obédiences, État islamique ou encore Al-Qaïda. Les déplacés se comptent par milliers. Entre janvier et février 2020, l'USAID a répertorié 11 000 nouveaux déplacés internes dans les régions de Tillabéri, Taoua, Difa et Maradi. À la rencontre à présent d'Awa Adam, une mère de famille sud-soudanaise qui s'est lancée dans l'utilisation du henné à des fins cosmétiques, une activité qu'elle a commercialisée pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille après 6 années de guerre civile. Un portrait de Kamesh Katapoulé et Gladys Mwamba. Un mélange de colorants pour créer une pâte. Au Soudan du Sud, Awa Adam s'active pour créer son henné. À 38 ans, cette mère de famille est devenue une véritable artiste.
elle s'est lancée dans l'application du henné à des fins cosmétiques. Dans son atelier, elle reçoit aujourd'hui une jeune femme pour une pose sur les pieds, un travail à la fois précis et minutieux et qui rencontre un franc succès auprès des Sud-Soudanaises. Ces femmes viennent pour faire du henné pendant les mariages ou même quand il y a des événements organisés à l'église, elles viennent en grand nombre. Je reçois entre 20 et 30 personnes. Ébranlée par 6 années de guerre civile, cette mère de 6 enfants a dû très vite faire appel à sa créativité pour subvenir aux besoins de sa famille. La signature des accords de paix de 2018, aussi fragile soit-il, a en quelque sorte permis à Hawa Adam de monter sa petite activité dans le camp de protection des civils des Nations Unies à Malakal, situé au nord du pays. Les conditions de vie étant précaires, l'entrepreneuse de 38 ans fait preuve de générosité envers sa clientèle. J'avais l'habitude de facturer à chacune 1500 livres sud-soudanaises. Je négocie avec mes clientes et je reçois le montant qu'elles peuvent me donner. Nous faisons des compromis en matière de paiement. À son échelle, Hawa Adam espère construire un avenir meilleur pour les générations futures. Elle essaye ainsi de transmettre ses compétences à toutes celles qui le désirent. À 16 ans seulement, le footballeur germano-camerounais Youssoufa Moukoko est le plus jeune joueur de l'histoire du championnat de football allemand. Les professionnels du ballon rond le décrivent comme un surdoué. Un portrait à découvrir avec Graziella Chakunte et José Douglas. Né le 20 novembre 2004 à Yaoundé au Cameroun, il n'a que 16 ans cette fin d'année 2020. Il s'appelle Youssoufa Moukoko, il est germano-camerounais et le voilà qui s'est inscrit dans les livres d'histoire après avoir fait ses débuts dans le championnat allemand avec l'équipe Borussia Dortmund. Les spécialistes disent déjà que c'est un crack pour le football. Depuis plusieurs années, il est suivi à cause de sa précocité. Je ne peux rien faire pour être bon au football. Celui qui travaille le plus est récompensé à la fin. J'ai toujours rêvé de devenir footballeur professionnel. Et si vous avez ce rêve, vous devez le chasser comme un lion. Youssoufa Moukoko a été élevé par ses grands-parents au Cameroun. Il découvre le football dans le pays des lions indomptables. Faute d'infrastructures, il s'entraîne avec ses amis dans la rue où il a fait ses gammes jusqu'à 10 ans. Son père, Joseph Moukoko, décide de le faire venir en Allemagne en 2014 pour qu'il puisse exploiter ses capacités au maximum. Citoyen allemand depuis les années 1990, le père de Youssoufa vit à Hambourg et inscrit son fils dans le second club de la ville, le FC Saint-Pauli, réputé meilleur dans la formation de jeunes joueurs. À Saint-Pauli, il marque 23 buts en 13 matchs avec les moins de 13 ans du club. Youssoufa Moukoko rejoint le Borussia Dortmund en 2016 alors qu'il n'a que 12 ans. Retraité depuis septembre 2019, Samuel Eto'o a utilisé ces termes en sa faveur. Kylian Mbappé pour le Barça et je recruterai aussi un jeune joueur du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko. Sachant que Messi nous donne et nous donnera encore quelques années de plus, mais que son âge avance, nous devons nous préparer pour l'avenir du Barça. À 15 ans, alors qu'il joue avec les U19 du Borussia Dortmund pour un derby, Youssoufa Moukoko a été la cible d'insultes racistes de la part de quelques supporters du club adverse. Moukoko leur a répondu sur le terrain en inscrivant un triplé retentissant, score final 3-2. Bien sûr, il est suivi par le sélectionneur allemand Joachim Löw qui a tenu des propos élogieux à son sujet. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.